On est donc parti pour Bataclan, 13 novembre, minute par minute, l'attaque racontée. À Paris, c'est une belle soirée d'été indien. Nous sommes le 13 novembre 2015 et au Bataclan, Eagles of Death Metal est à l'affiche. Du rock qui déménage. Je vais quand même faire une petite intro parce que qu'on soit bien d'accord, moi je suis pas du tout familière avec ce qui s'est passé. J'en ai entendu parler évidemment comme tout le monde, mais j'étais dans une période de ma vie où c'était pas très simple pour moi de m'intéresser à quoi que ce soit. Donc on va partir du principe que je ne connais rien. Et donc, si jamais il y a des choses à côté desquelles je passe, je compte sur vous éventuellement pour me les rappeler. Le concert démarre avec un son de guitare de Dave Catching, le guitariste, qui fend l'atmosphère et la foule est en délire, quoi. Mais David était au mauvais endroit, au mauvais moment. 3 terroristes vont faire de cette fête un carnage. Et on commence à entendre les cris dans la fosse et de voir cette espèce de vague, de domino, de toute la fosse se couche. Pour être moi-même musicienne et avoir déjà fait de la scène, je ne peux qu'imaginer à quel point tu dois ne rien comprendre. Sur les images, on voit que les musiciens comprennent quasiment tout de suite qu'il y a quelque chose d'anormal. Et en plus, avec les projos dans la gueule, c'est tout noir, la fosse. Donc, tu vois une grosse masse se tasser, tu comprends qu'il y a un souci, mais tu peux pas distinguer, ça doit être horrible. Et puis, au-delà de ça, je veux dire, typiquement, t'as tout dans la gueule, t'as les projos, t'as la musique, t'as tes bouchons, t'es en train de t'éclater, ton cerveau doit tellement passer d'un mood à l'autre. Typiquement, on l'a vu, le guitariste ici sur la gauche de l'écran, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, à mon avis mon curseur est trop petit, mais lui il comprend tout de suite ce qui se passe et il s'en va directement. Carnage. Dès qu'on entend les coups de feu. Mais on voit bien typiquement que le deuxième guitariste ici au centre de l'écran, il capte rien à ce qui se passe. Et c'est tellement normal, quoi. Tu dois tellement pas comprendre. Ça doit vraiment être traumatisant au premier sens du terme, quoi. Là, on n'est pas sur un spectacle avec juste des grands costumes qui font peur, quoi. Et on commence à entendre les cris dans la fosse et de voir cette espèce de vague, de domino, de toute la fosse se couche. 1500 personnes sont massées dans la salle de spectacle, dans la fosse et au balcon. Pour ces spectateurs, le Bataclan se transforme en un gigantesque piège dont il faut sortir à tout prix. Ouais, effectivement, parce que quand tu vois le plan là, le plan il te fait pas plaisir. Oh, le goulot d'étranglement que c'est, quoi. C'est le pire, une salle de concert pour ça. Déjà, entre le fait que tout le monde soit tassé les uns sur les autres, les mouvements de panique sont intolérables. Et il n'y a pas un couloir précis. Donc, les gens vont essayer de passer par toutes les issues. Et en plus, là, oui, toutes les issues sont derrière. Il n'y en a pas de l'autre côté. C'est l'enfer. Ah oui, non, c'est catastrophique, quoi. Quand je regarde le truc, moi qui ai déjà monté justement des scènes au-delà d'être dessus, quand tu vois typiquement les barrières au-devant de la scène, c'est le pire ennemi de ce genre d'événement, parce que oui, t'as une sortie de secours ici en bas à gauche et t'en as une ici au-dessus, mais qui est, si j'ai bien compris, dans les loges. Du coup, c'est catastrophique, quoi. C'est vraiment un goulot d'étranglement. C'est diabolique comme attaque. Le Bataclan se transforme en un gigantesque piège dont il faut sortir à tout prix. Je vois une espèce de foule qui sort en fait du Bataclan et des coups de feu qui s'en suivent. Alors que certains parviennent à s'enfuir, pour des dizaines de spectateurs, il est déjà trop tard. Des citoyens ordinaires sont pris au piège de ces événements extraordinaires.
ouais, les fusillades avec les flics, waouh, les pompiers, les pauvres gars qui sont là, qui fait waouh, quelle catastrophe, quoi. Ah ouais, maintenant quand je vois les images, je commence à comprendre. Je commence à comprendre. Ouais, et puis la France, c'est pas les States. Des fusillades, c'est pas monnaie courante. Même le personnel formé, il est pas si formé. Bah, dans un sens, j'ai presque envie de dire heureusement, mais en même temps, c'est horrible, quoi, parce qu'effectivement, tout ce qui va être règles d'évacuation, tout ce qui va être prise en charge des blessés, agissement des forces de l'ordre, bah oui, tu as des procédures, fatalement, tu as des procédures, mais c'est pas des choses auxquelles tu es confronté régulièrement. C'est des choses auxquelles qui finissent par passer au second plan, puisque tu n'y es pas confronté. Même si tu es censé être entraîné pour, factuellement, tu n'y es pas habitué. Donc ça doit être catastrophique, quoi. Pour eux, c'est le début d'un combat pour la vie. David est l'un d'eux. Il va rester 3 heures dans cet enfer, pris en otage dans un couloir. 3 heures. Oh. Et en plus, c'est long, quoi. J'en ai des frissons dans le dos. Et je me retrouve avec le terroriste qui me braque et il me dit fais pas le héros, je viens de tuer 100 personnes, tu feras pas la différence. Sébastien, lui, était dans la fosse. En cherchant la sortie, il se retrouve suspendu dans le vide quand les cris d'une femme lui parviennent. À ce moment-là, je suis accroché plus haut qu'elle, et elle est en contrebas sur le rebord de la fenêtre. Sébastien fait un choix héroïque, au mépris du danger. Je voyais aucune autre solution que de la ramener dans le Bataclan. Mais quelle catastrophe, quoi, quelle horreur. Mais waouh, je salue le courage de cet homme, mais moi, ce qui me fascine, j'essaie de rationaliser un peu, tu vois, mais c'est ce côté fou d'à quel point tu peux te faire retirer, arracher ton humanité au point de pouvoir faire vivre cette situation à d'autres êtres humains, quoi. Nicolas et Émilie, un couple d'amoureux, tentent de rejoindre les toits pour se cacher, mais ils se retrouvent coincés dans une loge. Et on s'agglutine dans cette petite pièce-là à 30 ou 40. Et là, je me dis, il faut que je revoie mes enfants et j'avais peur de pas les revoir. Ils peuvent pas être orphelins, c'est pas possible. Nicolas, Stéphane, Arthur, Émilie, Victor, Marie, Sébastien et David ont vu leur destin basculer le 13 novembre 2015. Vous vous rendez compte que ici on est sur une production qui est faite des années après l'événement et que la pauvre femme, elle en a toujours les larmes aux yeux, quoi. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'en tant que typiquement, tu vois, le gars qui était là tout à l'heure, qui nous parlait de l'Evars, qui vient nous dire ouais, mais il y a d'autres problèmes en France. Pourquoi vous parlez d'islam sunnite, quoi. Des enfants traumatisés par un spectacle satanique, oui, d'accord, ok. Peut-être il faudrait essayer de comprendre la chaîne du terreau. Peut-être il faudrait essayer de comprendre pourquoi des individus en arrivent là. Peut-être qu'il faudrait effectivement, si tout ça est relié de près ou de loin à une idéologie quelle qu'elle soit, c'est notre devoir citoyen de s'y intéresser et de faire ce qu'on peut pour donner aux gens les clés pour la comprendre mieux, quoi. Je comprends en effet que je suis complètement pris au piège et je suis leur otage. Les survivants du Bataclan racontent les choix qui les ont sauvés. Voici leurs histoires. C'est pas contre toi le générique, mais ça va déjà prendre suffisamment longtemps.
Nous sommes le vendredi 13 novembre 2015. Le journal vous est présenté par Bernadette Chamonas. Bonjour Bernadette. Le vendredi 13, j'ai rendez-vous à 18h30 devant le Bataclan avec mon ami Guillaume qui m'a invité. Et avant de partir, mon père m'interpelle et me demande où est-ce que je vais. Une belle soirée commencée par un verre entre copains. Rock'n'roll. Voilà, rock'n'roll. Mais David ne peut pas s'empêcher de penser aux paroles prémonitoires de son père. Mon père m'attrape le bras et... Ouais, je crois que je vais passer en vitesse supérieure, non seulement pour les copyrights, parce que pour les copyrights, je peux toujours pitcher plus haut, mais c'est surtout que là, ça va nous prendre du temps aussi. Il me serre fort en me parlant dans l'oreille et il me dit « Tu sais, mon fils, personne ne te volera ton âme. » Et donc sur le coup, je comprends pas trop, mais voilà, j'accepte ces mots et je m'en vais, quoi. Ah oui, mais c'est le genre de phrases qui ressortent souvent hein, dans tout ce genre d'événements. C'est un biais du survivant, tu vois. Ceux à qui on a dit ça et qui sont jamais sortis, on sait pas. Alors que les autres, eux on le sait. Donc c'est ce qu'on appelle le biais du survivant. C'est-à-dire que quand on t'a dit on ne te prendra pas ton âme et que t'as survécu, tu peux le raconter, alors que quand t'as pas survécu, tu peux pas le raconter. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Émilie et Nicolas ont alors tous deux 35 ans. Ils aiment la campagne et le rock, surtout quand ils cognent dur. Si le concert s'annonce bon, ils sont prêts à rejoindre la capitale. C'est les provinciaux qui montent à Paris, donc il fait beau en plus. Je n'aime pas Paris, vraiment, c'est pas une ville qui m'attire. Mais là, le ciel est bleu. On est sur les quais, on est en bagnole, mais on baisse la vitre parce qu'on passe devant la Tour Eiffel. Je la prends en photo. Et une belle soirée s'annonce, du coup, en amoureux. À 40 ans, Marie, Titi parisienne, est une fan de rock. Une véritable groupie. Mon slogan de la journée, c'est « Are you ready to rock ?» Vraiment. Des allures de pagode chinoise, le Bataclan, le repère d'un Paris libre, est un temple du rock'n'roll. Un rez-de-chaussée avec son bar et la fosse, là où on peut danser face à la scène et à l'orchestre. À l'étage, des balcons, où pour les plus sages on assiste au concert assis sur le velours rouge des fauteuils. Chaude et bruyante, rugissante et joyeuse, la salle du Bataclan peut accueillir 1500 spectateurs. Et on rentre... Ah ouais, mais c'est pas étonnant hein, du coup que ça a été pris pour cible entre guillemets, parce que bon, c'est un peu le syndrome de la jupe trop courte, tu vois. Mais quand t'as un espèce de symbole autant à l'opposé des textes de l'islam sunnite, on est dans la débauche, parce que le rock c'est une musique qui est connue justement pour être pour avoir justement cette réputation sulfureuse, tu vois, ce côté recherche de la provoque. On est là pour libérer les femmes, on est là pour libérer tout le monde de l'oppression, machin. C'est clair que il y a une forme presque une forme d'évidence. Du point de vue des perpétrateurs, ça c'est clair, mais le fait que des années après, le journaliste mette ça en avant en disant oui, le rock qui tape fort, c'est un peu rigolo de voir que on tombe encore dans l'amalgame. Ouais, non seulement on tombe dans l'amalgame, mais en plus, tu vois, on est complètement on est dans une espèce d'ironie dramatique que j'aime pas du tout, tu vois. C'est justement ce côté regardez, ils sont marginaux, histoire presque, tu vois, de les mettre un peu sur le côté de la société quand même. Il faudrait pas non plus qu'on dise que c'est des gens normaux, tu vois. Ça, c'est un peu le côté qui me dérange un peu. Il y a cette espèce d'arrière-goût un peu piquant que j'aime pas. Totalement. Mais j'ai senti, tu vois, Dans le Bataclan, on était sensible à ça. Bah oui, en même temps, c'est logique. 1500 spectateurs. Et on rentre dans le Bataclan avec l'envie de prendre une bière. Et au moment où on récupère nos bières, il y a toujours ce moment où on décide où est-ce qu'on va aller. Guillaume me dit non, on va faire les papilles, on va s'installer au balcon et on va passer la soirée là. J'ai envie de m'éclater. Je sais que le concert va être super bon. J'ai envie d'aller dans la fosse, j'ai envie de sauter, j'ai envie d'être dans les premiers rangs. D'en profiter à fond. Nicolas, je savais qu'il voulait aller dans la fosse.
Mais moi, j'avais pas vraiment le courage d'y aller. J'étais assez fatiguée. J'ai dit, j'aimerais bien qu'on aille plutôt s'asseoir. Je vais boire une bière, je vais prendre une grosse pinte, et puis je vais me mettre devant la scène et je vais plus bouger. Au Bataclan, c'est dans la fosse que t'as vraiment un bon son. Et donc c'était vraiment ça l'idée. Et donc j'ai pris ma bière et je suis allé me poser dans la fosse pour la première partie. Arthur et Sébastien, en vrais amateurs de rock, ont choisi la fosse. Ils ne le... Bah tu vois, on y est encore, allez, en vrais amateurs de rock, ouais, dans la fosse, on va faire des pogos, ça va être marrant. Oh putain les gars, quoi. Je veux bien qu'il faut mettre des formes pour rendre le truc intéressant, je veux bien qu'il faut faire quelque chose pour garder l'attention du spectateur, mais merde, quoi, vous êtes en train de parler d'un événement traumatique, vous êtes en train de raconter quelque chose d'important, donc s'il vous plaît, quoi, faites un effort, un tout petit effort. Fait que moi, au niveau de la forme sur ces choses-là, j'ai un désaccord que j'ai exprimé avec un député que j'aime bien, pour le coup. On n'est pas du même bord politique, mais c'est un mec intègre, je pense, à peu près. Ce documentaire, il y a beaucoup de choses qu'ils auraient pu mettre dedans, mais qui sont illégales en France et légales quasiment partout ailleurs, au niveau de la liberté d'expression. Ok. Ce sont les images. Oui. Effectivement. Ça aurait été pourtant un espèce de devoir de mémoire, tu vois. Moi, j'avais vu passer, je ne sais plus sur quelle chaîne, j'avais vu passer ça sur YouTube, mais c'était il y a 1 an. C'était quelqu'un qui avait remis, sans coupure, sans altération, les enregistrements des appels d'urgence de ce soir-là. Bah, là déjà j'avais pris une première claque, quoi, parce que en termes de devoir de mémoire, on y était bien, et je pense que ça a eu l'effet escompté, en tout cas sur moi. Ça a mis mon curseur empathie vraiment au maximum, et je pense que c'est aussi à ça que ça doit servir. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je fais un react. Là il y a une espèce de devoir de mémoire, tu vois, de se rappeler, de se souvenir et de se rappeler pourquoi, effectivement, au-delà de l'exercice intellectuel et égoïste dont je vous parlais tout à l'heure, c'est quand même aussi important de prendre ses responsabilités de citoyen et de citoyenne par rapport à ce qui se passe. Oui, il y a un peu la même chose, genre le 11 septembre, c'est très caché, tu vois. Il y a pas de... Il y a 2 films, je crois, sur le 11 septembre. Il y en a un, c'est un huis clos dans un ascenseur. Et l'autre, c'est un huis clos dans des débris entre les 2 tours. Ouais. Il n'y a pas de... de la part des Américains, on pourrait s'attendre à des plus grosses prods, des trucs, tu vois. Et en fait, c'est assez confidentiel parce que traumatisme national, ils ne veulent pas le montrer. C'est ça. Et on a la même chose sur ces choses-là. Et moi, je pense que c'est une erreur, mais par contre, je pense pas qu'il faille céder non plus à la peur. Mais tu vois, c'est ça qui est... J'ai une vision un peu paradoxale. Moi, je veux voir la vérité crue, telle qu'elle est, quitte à gerber. Mais en France, on fait pas ça. Bah non, c'est ça, le problème, c'est que c'est toujours difficile, tu vois, parce que il y a toute une culture du tabou, l'air de rien, que ce soit en France ou aux États-Unis. Il y a toute une culture des sujets dont on ne parle pas, des sujets qu'on ne montre pas. On a eu un super exemple tout à l'heure avec rien que l'éducation sexuelle. On est vraiment sur un espèce de tabou inviolable, tu vois, c'est un truc, non, on n'en parle pas, ça pourrait être pareil pour l'argent, et c'est dommage, effectivement, pour des sujets aussi importants, qu'on ne prenne pas le temps de se demander si, encore une fois, ce serait bien bénéfique ou pas d'en parler et de faire des choses, de faire les choses mieux. Ils ne le savent pas encore, mais ils ont fait le pire des choix. Un choix mortel. Ah non, j'ai envie d'aller au balcon. Donc dans ces cas-là, le mari suit la femme. Faut jamais contredire sa femme. Ouais, ça, je suis pas certaine que c'était nécessaire non plus. Ouais, Eh ben donc. Un petit coup de misogynie, tu vois. Hop. Tu caché, on n'a rien vu. Hop là. On prend l'escalier, on monte au balcon. Et quand on arrive à l'étage, comme je suis droitière, pour moi c'est toujours à droite. Donc on va à droite. Voilà pourquoi on est allé à droite. Moi je vais monter au balcon parce qu'avec mon 1m56, la fosse, j'y vais jamais. Je vais jamais dans la fosse en fait. Moi je me mets toujours au balcon. La salle est noire de monde.
David, Marie, Victor, Stéphane, Nicolas et Émilie ont choisi la vue et le confort des fauteuils des balcons à l'étage. Un choix qui va leur sauver la vie. Juste avant que les Eagles rentrent en scène, en fait, je tourne la tête comme je suis en train de jauger un peu les gens qui constituent le public. Je tourne la tête à ma droite et je remarque un jeune qui se roule un pétard, quoi, clairement. Hein. Donc voilà, bon, c'est pas... Tout est calme, je me dis, bon, vas-y, c'est calme, je vais en profiter pour me rouler un petit rigolo. Est-ce que là aussi, c'était vraiment nécessaire de mettre la mise en scène jusqu'au bout, quoi? Parce que bon, faut pas oublier que le mec, c'est la prod qui lui a demandé de fumer, quoi. Le fait de le mettre à la suite au montage était déjà suffisamment équivoque, les gars. On n'avait pas besoin non plus de le faire fumer devant la caméra. Enfin, encore une fois, on est sur l'image de la débauche, on est sur l'image Et ce qui est malheureux, en fait, c'est que... Et ça, je suis certaine que c'est pas volontaire de leur part, en tout cas je l'espère, parce que sinon je vais vraiment déchanter de l'humanité d'un coup là, c'est que ça valide cette espèce de narratif étant donné que c'était des débauchés, c'était des vrais mécréants, et tous les mécréants de cette salle méritaient bien leur sort. Et ça, c'est horrible de se dire que les gens qui ont fait ce film n'y ont pas pensé une seconde, quoi. Parce qu'il faut bien se dire qu'il y a un mec qui l'a écrit, il y a un mec qui l'a tourné, il y a un mec qui l'a monté, il y a un mec qui a fait le montage son, il y a un mec qui a fait la musique, et il y a un gars qui a regardé tout et qui a dit « Ok, c'est bon, ça va, on valide ». Il y a un mec qui a regardé, qui a fait « Ok, c'est bon, ça va, on le diffuse ». Et dans cette dizaine de personnes à responsabilité directe, personne ne s'est dit « Non, on va pas donner cette image-là de victime d'un attentat terreau, quoi ». Ça me trucide. Comme ça, je fume en sortant du concert. Un rigolo, c'est un joint. Et un rigolo, ça fait rire. Ouais, surtout pour dire ça, quoi. C'était vraiment... Je vais me taire, c'est mieux. C'est la première fois que Victor accepte de parler. Comme pour une thérapie inachevée, 5 ans après le drame. Serveur dans un restaurant, il avait alors 23 ans. Donc, très bien, baquet, la bière, prêt pour un super concert. L'ambiance est assez électrique déjà, je pense que le public est plutôt chaud. Tout le monde danse, dans la fosse, les gens se bousculent un peu. C'est un des meilleurs concerts que j'ai fait depuis très très longtemps, voire un des meilleurs concerts tout court. Waouh! Le gars, il a encore ce discours-là après ce qui s'est passé. Dingue, c'est aberrant. Et je crois qu'il se rend pas compte de ce qu'il vient de dire. Non. Non. C'est pas possible. Même pour rire, je l'aurais pas tenté celle-là. Et j'ai vraiment des limites très 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 larges en termes d'humour noir, mais celle-là, je crois que je l'aurais pas tenté. Wow. Ou alors c'est vraiment juste une espèce de dissociation. Peut-être que son esprit a vraiment fait la scission et que c'est nécessaire pour sa thérapie, tu vois, qui est le concert l'attentat, qui est vraiment cette scission claire, quoi. Et franchement, ça a l'air symptomatique de ce genre de comportement, parce que on sent que c'est venu quand on lui a posé la question sur le groupe, tu vois. Ouais. C'est assez, il y a une spontanéité. Mais dans le montage, ils auraient dû le faire ressortir parce que c'est important. Ah oui, parce que là, on est vraiment dans quelque chose qui est comme Dany le dit très bien dans les coms, on est vraiment sur un mécanisme de défense psychologique, mais on n'est pas sur un petit mécanisme. Là, on est sur quelque chose de très contre-intuitif et de très violent. Et effectivement, ça aurait vraiment mérité un petit mot, une petite explication, l'intervention d'un spécialiste éventuellement. Enfin, là, c'est un bel acte manqué, quoi. Et en plus, la phrase des sous-titres reste affichée pendant 10 ans. Ça, c'est pas de la faute de la prod, mais je trouve que c'est vraiment la cerise sur l'ironie, quoi. Ça démarre bien, ouais. Je bouge beaucoup sur mon siège. J'ai beau être assise, je suis jamais immobile, quoi. Donc là, on est assis au premier rang du balcon, on a la rambarde juste en face de nous, à 50 cm de nous, et donc moi, je suis sur mon siège en train de faire
comme ça. Il va se prendre la barre dans la tête. Donc je lui dis, fais attention, tu vas te cogner, tu vas te faire mal. Durant les 4 premières chansons, je pense à mon père, et donc ces mots qui me reviennent un peu. Et comme à chaque fois que je vois un concert de rock, je lui envoie une vidéo. C'est une tradition que j'ai, parce que c'est lui qui m'a initié au rock. Et c'est là où je vois une succession de messages de mon père qui me dit mon fils, fais attention, fusillade à Paris. Le président est parti du Stade de France. Voilà, je vois des messages comme ça et ça me fait un choc. Et en même temps, je me dis c'est quand même bizarre, quoi, sans vraiment trop me rendre compte. Transporté par le concert, David, dans sa bulle, n'a pas encore compris que son père, par ce message, tente de l'alerter, que la terreur et la mort circulent dans Paris. Oui, bah oui, mais ça, en même temps, quand t'es au milieu d'un concert, c'est clair que tu fais pas forcément très très attention à ton téléphone. Et c'est... Ouh! Waouh! Tout commence vers 20h50, quand une Clio dépose Bilal Hadfi et 2 Irakiens, tous âgés de 20 ans et équipés de ceintures explosives, aux abords du Stade de France. À 21h16, le premier kamikaze se fait sauter devant la porte D, tuant un passant. La première victime d'une nuit d'horreur. Un sinistre décompte qui se met inexorablement en marche. C'est vrai que moi, de mon côté, j'avais complètement zappé. Après, c'est dû au contexte dans lequel j'étais à l'époque et au fait que, l'air de rien, entre la Belgique et la France, il y a quand même des différences culturelles. Moi, j'avais pas compris qu'il y avait eu une suite d'événements. En fait, moi, je pensais que il s'était passé un truc et que c'était déjà bien suffisant, mais non, visiblement, c'est... C'est pire que ça, en plus. Ça a commencé par le Stade de France. Le Bataclan, ça a enclenché après. Ouais, c'est ça. Là, ils sont en train de refaire la chronologie, du coup, effectivement, c'est ce que j'avais compris. C'est ouf. Oui, non, mais de toute façon, je sais pas si c'est dans ce reportage ou dans un autre qui parle justement de comment les gars ont choisi leur lieu et qu'au départ, ils voulaient d'abord aller à l'aéroport. On sent qu'il y avait un côté aussi un petit peu désorganisé chez eux. Mais j'ai pas envie de trop en dire parce que c'est peut-être dans ce reportage-là. Ouais, mais si c'est dedans, on rebondira à ce moment-là, et sinon, je garde ça en tête. À 21h24, d'une Seat Léon noire débarquent des assaillants armés de Kalachnikov. En 2 minutes, une centaine de balles pulvérisent les terrasses du Carillon et du Petit Cambodge. Le bilan est de 15 morts et de 10 blessés en urgence absolue. Puis les terroristes font feu. À 21h26 au bar La Bonne Bière, 5 personnes sont tuées dans l'instant, 8 autres sont grièvement blessées. La Seat poursuit sa course assassine et à 21h36, Abdelhamid Abaoud, Brahim Abdeslam et Shakib Akroum s'arrêtent face au restaurant La Belle Équipe. Ils massacrent 19 personnes. Enfin, à 21h40, le kamikaze Brahim Abdeslam déclenche sa ceinture explosive à l'intérieur du café Le Comptoir Voltaire. 15 personnes sont blessées par l'explosion. À la même heure, au Bataclan, les Eagles of Death Metal ont entamé leur set. Les guitares rugissent et personne n'a pris conscience du danger. L'heure est encore à la musique et à la fête. Je fais une petite pause là, comme le documentaire me le permet. Waouh, quoi, c'est dur. Je ne comprends pas. Et s'il y en a qui veulent quitter le live parce que c'est trop lourd pour eux, n'hésitez pas, quoi, parce que effectivement c'est particulièrement dur, quoi. Moi, en fait, je peux pas m'empêcher de ressentir de l'empathie. Ça fait partie de mes multiples qualités tout autant que de mes multiples défauts. Et là, je me mets à la place des terreaux, quoi. Je ne comprends pas dans quel mood tu dois être pour prendre une arme à feu. Déjà, la majorité des êtres humains n'ont pas conscience de ce que c'est une arme à feu. Ils comprennent pas à quel point c'est intimidant. Mais là, tu prends une arme à feu pour aller faire ça. Tu prépares tes chargeurs, tu prépares tes munitions. Waouh, quoi. Oh, quelle horreur. Mais quelle horreur. Quelle horreur. C'est... Le concert a débuté de la meilleure des façons. Didi, le responsable de la sécurité, profite de cette soirée d'été indien à l'entrée de la salle, quand tout bascule. Tout d'un coup, j'entends des tirs, tout simplement. Je regarde à travers
la vitre du Bataclan Café qui est collée à l'entrée du Bataclan. Je vois je vois les terroristes tirer sur la terrasse du Bataclan Café et se diriger très rapidement sur l'entrée du Bataclan. With AI, Oui, mais on s'en fout de ça, create bordel. any character you want. M'intéresse pas, moi, les vieilles publicités nazes, là. Oh là là. Il est 21h47. Kalachnikov à la main. Ismaël Mostefaï, Sami Amimour et Foued Mahamad tirent et avancent vers l'entrée du Bataclan. 3 personnes sont tuées. Malgré le danger, Didi, le responsable de la sécurité, choisit de retourner dans la salle pour prévenir son public. Arrive une... Ah ouais, mais il y a des gens, ils ont le sens du devoir. Hein. C'est bien qu'il y ait des gens qui aient plus le sens du devoir que le sens de la survie, mais... Putain, mais quelle horreur, quoi. Je ne peux que m'imaginer à quel point, toi, en tant qu'agent de sécurité, tu dois vivre le pire moment de ta vie, quoi. T'es le premier au courant de ce qui va arriver. Et je suis certaine qu'à ce moment-là, tu n'as aucune idée de comment tu vas faire pour t'en sortir. Tout ce qui compte à ce moment-là pour toi, c'est aider les gens, quoi. Ouais, en plus, t'es vachement démuni parce que t'es pas équipé comme un keuf, t'es équipé comme tu l'es, et tu dois tellement te sentir impuissant et en panique. Mais non, c'est clair. Et c'était avant les plans Vigipirate, c'était avant que tous les agents de sécurité aient accès à des armes non létales, mais à des armes quand même. Si je dis pas de bêtises, à cette époque-là, tout ce qu'un agent de sécurité a pour lui, si il a de la chance, c'est une matraque télescopique et c'est marre, quoi. Le reste, c'est tu te débrouilles, quoi. Waouh. Une chanson que j'aime bien en plus, qui est une de mes préférées du groupe, qui s'appelle Kiss the Devil, qui a un rythme de batterie assez soutenu, qui est très simple dans sa composition, mais c'est du rock péchu. Les tueurs sont dans la salle. Ils s'apprêtent à faire un carnage. Personne ne l'a compris. Personne, sauf Didi. Le morceau est en train de se finir, c'est les derniers accords de guitare. Et là, juste sur les derniers accords, on commence à entendre ce qu'au départ, on prend pour des crépitements ou des pétards. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais vraiment dans le ton de sa voix, on a senti ce que j'ai souligné tout à l'heure. Ce côté switch psychologique. On peut entendre dans sa phrase le moment où il est plus dans le concert, il est vraiment dans l'événement traumatique. Et tout de suite, tout le monde se fige. Dans la chanson, j'entends des tac 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 et complètement hors du rythme en fait. Et c'est un son qui couvre la musique. Je commence à entendre des bruits de tir, que ce que je comprends tout de suite être des coups de feu. Ce qui est logique, hein, parce que encore une fois, la majorité des gens ne savent pas ce que c'est une arme à feu, particulièrement une AK. On est vraiment sur quelque chose qui fait mal aux oreilles. Dans ma vie de musicienne, je suis notamment batteuse, au-delà du reste. Un coup de caisse claire à pleine balle, c'est vraiment facile à distinguer d'un coup de feu. Un coup de feu, c'est inimitable. C'est normal que tout le monde saisisse tout de suite ce que c'est. Même si, effectivement, le changement de mood dont je parlais au début doit être compliqué pour le cerveau, quoi. Parce que je joue aux jeux vidéo et je reconnais presque instantanément le bruit de la calache. Ma première pensée, c'est putain, il y a un con qui a rien trouvé de mieux que de balancer des pétards dans une fosse de concert. Je vois le groupe et là, en fait, je vois le groupe quitter la scène, quoi. Je vois le groupe en panique et potentiellement, il y a un danger, quoi. Et là, on entend ces bruits sourds en rafale, pa, 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 qui continue. J'ai un gros frisson et j'ai le cœur qui se soulève, quoi. C'est waouh, et je suis pas dedans, hein, mais c'est important de faire preuve d'empathie par rapport à ce qui se passe. Si vous vous sentez mal, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait sain. Et on voit Jesse Hughes en premier se barrer en courant.
Et on commence à entendre les cris dans la fosse et de voir cette espèce de vague, de domino, de toute la fosse se couche. Et là, on commence à comprendre que ce qui se passe en bas, c'est pas des pétards. Donc ça tire, je fais sortir donc les premières personnes dans les issues de secours des toilettes, et moi je suis rentré à l'intérieur pour essayer de faire la même chose aux issues de secours qui étaient postées à gauche en regardant la scène face à soi. Positionnés près du bar, les terroristes vident leur chargeur vers la fosse et vers la Seine. Didi, le responsable de la sécurité, a ouvert la première porte de secours qui donne sur le passage Saint-Pierre-Amelot. Quand même, mais t'imagines, est-ce que t'as vu où elle est, la sortie par rapport à là où ils sont? Et waouh, c'est horrible. Un geste fort qui sauve la vie de centaines de spectateurs. N'écoutant que son courage, Didi retourne dans l'enfer pour essayer d'ouvrir les autres portes. Je rentre dans la salle et que je me retrouve piégé. Je me remets entre guillemets dans la gueule du loup. Je me retrouve bloqué à l'intérieur parce que les terroristes étaient déjà au niveau du bar, pratiquement, enfin tout début. Donc j'ai dû plonger moi dans la fosse. Je me suis retrouvé dans la fosse avec une bonne partie du public. Et le bruit d'armes automatiques s'amplifie. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de rafales, il doit y avoir en fait plusieurs tireurs. Et ça fait partie des trucs dont je me souviens. Ce qui nous enveloppe tout de suite, c'est le son. C'est le bruit de la Kalachnikov, c'est rafales. Et pam, 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 en répétition. Et comme on est dans une salle de concert, ça amplifie. Le bruit est amplifié, ça devient vraiment un bruit lourd, sourd, ça cogne, c'est ignoble comme son, c'est horrible. C'est ça qui me hante, toujours. C'est ce son-là. C'est le son de l'enfer. Ils commençaient à recharger leurs armes et à parler entre eux. Je me suis dit que c'était peut-être le seul moment où je pouvais faire encore quelque chose. Et à ce moment-là, je me suis levé. J'ai fait lever les gens qui étaient autour de moi et je criais « Sortez, sortez, sortez par là ». Oh putain, mais c'est un héros ce mec. Lui, c'est vraiment, il a vraiment retiré le cerveau reptilien qui lui dit survie. Il est passé en mode héros qui se dit allez, on va plutôt sauver les gens, tiens. Paradoxalement, c'est le seul qui n'était pas sobre. Ça aide peut-être un peu. Ne mettez pas des mots dans notre bouche, hein, les gars. Je me dis surtout de tout ce qui peut être incitation. Dans la mienne non plus. Alors que les tireurs rechargent leurs armes, Didi ouvre les portes du fond et entraîne avec lui une autre centaine de personnes. Les tirs reprennent, on se marche dessus, on se bouscule, on tombe. Et Arthur réussit, lui, à sortir du chaos. Oh putain, quoi. Rien que ça, moi, rien que cette image-là me terrifie. Hein. Ça me fait froid dans le dos, quoi. Là, en revanche, je suis sûr d'avoir rampé sur des gens qui étaient morts, parce que là, il y avait des corps qui avaient des positions extrêmement bizarres dans les escaliers et en bas des escaliers. Et j'arrive dans la rue. Une course pour la vie. Blessés et valides, tous se bousculent pour sortir. Une fuite sous les balles filmée de sa fenêtre par un voisin. Le piège s'est refermé. Il est trop tard pour redescendre des balcons. La mort attend en bas des escaliers. Alors, c'est en rampant que Nicolas et Émilie cherchent un lieu pour se cacher, pour s'abriter. À partir du moment où on est... Oh, quelle catastrophe, quoi, putain, de pub de... C'est bien d'avoir une petite pause, tu vois, avec des lamas mauves, c'est cool. En plus, on voit où sont les autres coupures publicitaires. Ouais, mais c'est infernal Artère maintenant. couchée contre la rambarde. La seule chose en cette, c'est on survit. Pour survivre, il faut bouger. Parce que ça tire derrière nous. Et tout le monde rampe. Vers le fond de la salle. Vers le fond du balcon. Et ben, on suit le mouvement. On a rampé, on s'est mis à quatre pattes, on a fait comme on a pu pour pas se faire voir. On avait tellement peur de se montrer, de se faire canarder. Et donc on s'est mis en file indienne, vraiment contre le mur. Et on avançait, des fois ça stoppait, sûrement à cause du flux de personnes. Nicolas et moi, on est ensemble, on reste ensemble. Hors de question qu'on se sépare. On se retrouve dans une petite pièce, une loge, qui doit faire, je sais pas, 15 mètres carrés, 20 mètres carrés. Et on s'agglutine dans cette petite pièce-là à 30 ou 40.
Et là, je me dis, il faut que je revoie mes enfants. Et j'avais peur de pas les revoir. Je lui disais, je voulais revoir mes enfants. Ils peuvent pas être orphelins, c'est pas possible. Marie, Stéphane et Victor, tétanisés par la peur, sont restés au balcon. Pour eux, il est déjà trop tard. Le piège s'est refermé. La mort est là, habillée de survêtements de sport et armée de Kalachnikov. Je me dis, en fait, on est coincés, quoi. On est coincés, les mecs sont en train de monter, on est coincés sur le balcon, quoi. Donc, prise au piège, et il faut à nouveau se planquer, essayer de se faire le moins visible possible. En regardant autour de moi, je vois une silhouette qui sort des escaliers pour monter. Et il était armé. S'il vient pour nous tuer, c'est la mort, donc on est assis, on reste assis. J'espère juste qu'il va pas se retourner. Je vois un jeune gars en survêt noir qui monte les escaliers et qui a une mitraillette, quoi, et qui regarde pas dans ma direction, donc en fait il ne me voit pas. Il s'est retourné, il nous a mis en joue. Ça a duré au moins une bonne, voire 2 bonnes secondes qui sont... Oh putain, mais ça doit effectivement être les 2 secondes les plus longues de ta vie, quoi. Mis en joue, alors qu'il y a très très longues. Et il s'est arrêté, il a baissé son arme, il a dit venez. À ce moment précis, Nicolas et Émilie sont cachés dans la loge. Et c'est ça que je comprends pas. C'est ça que je comprends pas. Il y a cette espèce de dissociation de... Je comprends pas comment tu peux faire subir ça à d'autres êtres humains à qui tu parles, Ben, c'est des gens qui comprennent ce que tu leur dis, sinon tu leur parlerais pas, tu vois. Enfin, c'est fou. Je ne comprends pas comment tu peux avoir été brainwash au point où tu es capable de comprendre le fait tout à fait logique que quand tu parles à quelqu'un, il va te comprendre et il va te comprendre au point où il va savoir que faire ce que tu lui demandes de faire est nécessaire pour qu'il survive, mais en même temps, avoir le bouchon d'empathie complètement fermé, au point où tu es même insensible à l'idée de te dire que t'as sa vie en main, quoi. Ouais, mais t'as du mal à l'imaginer, mais regarde, rien que les expériences de Milgram, elles montrent qu'on est capable de se soumettre à l'autorité et de faire des choses horribles. Rajoute en plus la couche de brainwash, et là, c'est un retrait total de l'empathie. Un retrait total et absolu de l'empathie. Pas que ça, c'est aussi une déshumanisation quasi totale des autres. Ouais. L'exemple que j'ai entendu le pire là-dessus, c'est quelqu'un qui considérait que utiliser la Torah pour critiquer le judaïsme, c'était être une interaction. Tu vois, il n'existe que des juifs et les autres sont des interactions. Ok. C'est un peu, tu vois, tu vois les occasionnalistes là qui te disent que Dieu cause tout et que y a une corrélation entre ce que tu observes du monde et ton action, mais c'est Dieu qui a causé ce qui se passe. Et c'est pas toi. Tu vois, quand tu lâches une tasse de café, par exemple, si elle tombe par terre, c'est pas toi la cause du fait qu'elle tombe par terre. Tu la vois tomber par terre parce qu'il y a une corrélation entre ta volonté et ce qui se passe, mais ce qui se passe, c'est Dieu qui l'a causé. Oui, mais là, c'est un peu la même idée, quoi. Je n'existe pas, je ne suis qu'une interaction causée par Dieu pour le tester. Ouais. Et ce que tu décris, justement, ça fait partie du brainwash. Tu vois ce que je veux dire. Il y a la soumission à l'autorité qui peut être énorme, le brainwash qui peut en plus te faire n'importe quoi. Et dans les mécanismes qu'on va utiliser pour brainwasher, il va y avoir la déshumanisation du mécréant, la soumission à l'autorité divine et à son omniscience, et le fait que son omniscience fait que tout n'est que conséquence, comme tu viens de le décrire. Tu vois, tout ça, c'est dans le brainwash qui est exercé pour retirer l'empathie des gens vis-à-vis d'autrui. Et le truc auquel je voulais arriver, vous m'y mettez sur la voie, je comptais y arriver plus tard, mais c'est bien qu'on y soit tôt. Il faut pas croire que c'est parce que je ne comprends pas que je suis immunisé à ce qui est arrivé à ces gens pour qu'ils en arrivent là. La raison pour laquelle ça me fait autant peur, c'est parce que je sais très bien qu'en utilisant les bons leviers, on pourrait, dans un monde hypothétique, où il y aurait un immense manipulateur qui nous connaît parfaitement,
On pourrait tous devenir comme ça. Ah oui, oui, oui. Mais moi, tu vois, à plus petite mesure, j'ai été manipulée plusieurs années. Et effectivement, quand je me repasse ces événements-là, les choses que j'ai pu faire contre ma volonté, soit où il a réussi à me faire croire que c'était mon idée alors que ça ne l'était pas, ou que j'ai été forcée par un système de manipulation. Dans tous les cas, quand j'y repense, j'ai l'impression de regarder un film et de voir un protagoniste faire les choses. J'ai l'impression que c'est plus la même personne. Et dans l'instant T, quand j'essaye vraiment de faire un effort, parce que bon, la mémoire, elle va toujours te tronquer la manière dont tu vas voir les événements passés. Mais oui, effectivement, c'est que la réalité n'est plus la réalité. Elle est tellement différente et toi aussi tu deviens différent et tu vas avoir tout un tas de réflexions qui vont faire que tu vas t'auto-justifier dans tes actes. Tout à fait. Donc, je fais passer ce message-là parce que c'est un message qui pour moi est important. On est tous sensibles à la manipulation. C'est juste que il y a une très bonne série de vidéos comme ça qui est très lourde à regarder aussi. C'est la série de vidéos que fait Penseur Sauvage sur l'emprise, qui est vraiment très complète, qui est en train de sortir parce que c'est un travail de titan qu'il est en train d'abattre. Et c'est vraiment d'utilité publique. Et ça expliquera notamment certains des moyens qui sont utilisés par les autorités religieuses pour mettre justement à genoux l'empathie des gens et de les mener à faire ce genre de choses. Mais j'essaye de toute mon âme de ne pas déshumaniser ceux qui ont commis ces atrocités, tout autant que j'essaye de garder l'humilité de me dire que j'aurais pu être à leur place. Et ça, c'est des idées qui font pas plaisir, mais c'est des idées qu'il faut garder en tête. Victor, Stéphane et Marie sont pris en otage par 2 terroristes. Sébastien et David tentent de fuir par les fenêtres, suspendus dans le vide. Je regarde la fenêtre, je me dis bon bah c'est le seul endroit où je peux aller en fait. Et je me dis peut-être que je vais pouvoir monter sur le toit. David n'a jamais oublié que cette nuit-là, il avait rêvé de devenir oiseau pour s'envoler par la fenêtre, loin de cette cage mortelle. J'essaye de monter, à bout de bras, j'essaie de monter et j'y arrive pas, Je me retrouve coincé à ce niveau-là, il y a un mec qui me rejoint. Sébastien. Il me dit t'inquiète pas, il me demande mon prénom déjà. Il me dit t'inquiète pas Seb, quand on sortira de là, on se boira une bière tous les deux et tout va bien se passer. Et il me dit ça. Et au moment où je dis ça, je regarde en dessous de moi et je vois une espèce de foule qui sort en fait du Bataclan et des coups de feu qui s'en suivent. Putain, mais le gars, il a un sang-froid du feu de Dieu aussi, hein, parce que pour dire ça... Après, ça peut être rassurant dans un sens, hein, parce qu'il y a vraiment ce côté, où tu dis, voilà, ça va bien se passer. Tu le dis plus pour te rassurer toi-même que pour rassurer la personne qui est en face. Mais waouh, quoi, sincèrement, je ne souhaite à personne de se retrouver dans une situation pareille. On entend une femme crier, elle est en dessous de nous, et elle nous implore de l'aider, parce qu'elle est enceinte, elle n'arrive plus à se tenir, elle est au bord de la fenêtre, et en fait elle est juste en dessous de nous. Monsieur, je suis enceinte. À ce moment-là, je suis accroché plus haut qu'elle, dans les bouches d'aération qui sont proches du toit, et elle est en contrebas sur le rebord de la fenêtre. Et lorsqu'elle dit qu'elle va lâcher, qu'elle ne va pas mourir, quand je vois ses doigts glisser du rebord de la fenêtre, je voyais aucune autre solution que de la ramener dans le Bataclan. J'y tends mon bras droit, et à ce moment-là, je me dis que il va se désosser, quoi, parce que c'était son seul appui finalement. Et je me dis qu'elle a une chance sur 2 de glisser, parce que j'ai jamais fait ça, quoi. Je suis pas un sauveteur, et elle finit par s'agripper à une main sur le biceps et une main sur le poignet. J'hallucinais la force qu'elle avait, quoi, pour arriver à pas lâcher. Ah oui, non, mais c'est l'adrénaline, ça. Heureusement qu'on ne peut pas utiliser toute notre force tout le temps, mais c'est dans ces moments-là où on se rend compte qu'effectivement, on est plus capable que ce dont on se croyait capable.
Mais je ne souhaite quand même ça à personne. Si vous voulez ressentir ce genre de choses, faites de l'escalade, faites du bloc. Je vous jure que vous allez ressentir le même genre de sensation. Ce truc de vous dire je me croyais jamais capable de ça, il n'y a pas besoin d'en arriver à des extrémités pareilles, mais je peux comprendre que cette partie-là soit un bon souvenir. Surtout avec ton cerveau qui essaye de rationaliser et qui essaye de trouver un sens à ce que tu as vécu parce que c'est horrible. Et comme on est des primates qui sont plutôt friands des histoires, notre cerveau essaye toujours de faire des histoires. Et ouais, c'est comme ça que j'ai sauvé cette femme-là qui aujourd'hui est une bonne amie. Une très très bonne amie. Un peu une sœur de cœur d'ailleurs. Et je me dis, ok, bah, si c'est la fin, j'ai envie de me réincarner, je me dis, bah, pourquoi pas devenir un aigle, pourquoi pas devenir un faucon, un truc qui vole, comme ça je suis libre et je peux, en quelque sorte, je pourrais m'envoler de cet endroit. À côté de moi, j'ai David qui, lui, reste sur le mur en se disant qu'il va peut-être lui pousser des ailes pour sortir. C'est à ce moment-là où Ismaël Mostefai se pointe à la fenêtre où on était et nous dit faites pas les marioles, descendez de là, faites ce qu'on vous dit. Et il me dit fais pas le héros, je viens de tuer 100 personnes, tu feras pas la différence. Et moi je me dis bon bah voilà, je retraverse la porte, je retourne au balcon et je m'assois avec les autres. Regroupés au balcon, David, Sébastien, Victor, Stéphane et Marie font face à 2 terroristes. Le 3e se tient plus bas sur la scène. Émilie et Nicolas espèrent de leur côté être en sécurité, cachés dans leur loge. Oh putain, mais là... Allez, courage, on arrive à la moitié. Je suis désolé, mon argumentation s'effondre, mais c'est normal de passer dans le côté émotionnel de l'être humain quand on est confronté à des choses pareilles. On fera un débrief un peu plus construit, c'est promis. Dans cette pièce-là, on est en sursis. Je suis très conscient de ça. On entend ce qui se passe derrière la porte. On entend que ça tire toujours. On entend les cris. Donc, c'est pas l'enfer, mais c'est le purgatoire. Dans cette loge, on est des dizaines. Vraiment des dizaines. On est les uns sur les autres. Nicolas me dit, ils sont en train de sortir par là-bas. Et là, je vois un trou dans le fond plafond, un beau trou noir. Un peu comme dans les dessins animés. Et des gens qui montent sur les chiottes, qui sont en train de se faire la courte échelle et qui passent dans le trou. Je me fiche de savoir ce qu'il y a de l'autre côté à ce moment-là. Je veux juste passer par le trou. Comme tout le monde, je prends appui sur les toilettes, sur la jasse d'eau. J'essaye, j'y arrive pas. Au bout de 2 tentatives, je m'arrête et je dis non, c'est bon, ça suffit. Je vais tous nous tuer en fait. Je nous ralentis. Laissez-moi ici, c'est pas grave. Moi je reste là, c'est pas un souci. Je l'engueule pas, je lui gueule pas dessus, je lui dis je vais y arriver. Et il y a le gars qui est à côté de nous qui arrive à grimper, qui l'encourage aussi. Non mais vas-y, tu vas y arriver, y a pas de souci, tu peux le faire. Et ça, par contre, ça me redonne foi vraiment en l'être humain. En général, quand tu vois ce genre de choses, ce genre de comportement de gens qui s'entraident, qui restent bienveillants, qui se rassurent les uns les autres. C'est beau de voir que l'espèce humaine est capable du meilleur. C'est dommage de ne s'en rendre compte que quand elle est face au pire. Et donc on recommence. Là, je casse la chasse d'eau quand je monte dessus, bien sûr. J'inonde tout. Et au bout d'un moment, je me retrouve, en fait, je la pousse comme ça, et je me retrouve avec son pied dans la tronche, comme ça, sur les lunettes, en train d'essayer de pousser. Et puis on y arrive, Lily passe. Lily, elle passe, elle arrive à passer. Soulagement. On est pris au piège, mais en même temps, on se sent plus en sécurité. Visiblement, on est sous les toits. Je vois pas d'issue autour de moi, je sais juste qu'on est probablement dans un local technique qui est sous les toits. On entend aussi énormément ce qui se passe en dessous. Il n'y a pas de barrière sonore. C'est-à-dire que on entend les coups de feu, on entend les hurlements, on entend les agonies. On entend des gens qui meurent, en fait. Il est 21h57. David, Sébastien, Marie, Stéphane et Victor sont les prisonniers de Mostefai et de Mohamed Agad, 2 jeunes Français radicalisés. La mort est pour eux un plaisir. Alors, je déteste cette phrase, personnellement. La mort est pour eux un plaisir, je trouve qu'elle est... Je sais pas, j'aime pas, et oui, putain, ça fait 10 minutes, quoi. Ça déresponsabilise l'aspect idéologique, en fait. Ça dissocie de l'aspect idéologique de l'acte.
Parce que là, on retombe dans ce sont des sociopathes qui ont commis un acte. Ce C'est sont ça. des fous instables qui ont commis un acte. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Exactement. Comme tu le dis, en fait, c'est pour ça que la phrase me dérange. C'est parce que c'est pas la réalité. C'est pas des gens qui prennent plaisir à ce qu'ils font. J'en suis certaine. Mais c'est des gens qui ont été rendus insensibles à ce qu'ils font et c'est bien pire. Et c'est très important de bien nommer un problème pour pouvoir bien lutter contre. Au moment où je m'assois, je vois un deuxième. Un commentaire très juste. Et pour eux, la mort est un devoir aurait été plus pertinent. Et effectivement, cette phrase aurait été bien plus pertinente. Homme, en fait, un deuxième terroriste, qui invective les gens dans la fosse et qui dit celui qui bouge, je le tue. Et quand il le dit, il y a un coup de feu qui s'ensuit. Donc en fait, le mec vient de tirer, il se marre et il dit je t'avais dit de pas bouger. À ce moment-là, ils sont deux. Et là, tu vois, je suis persuadé, mais c'est une affirmation avancée sans preuve, peut-être rejetée sans preuve. Je suis persuadé que là, si le gars rigole vraiment, c'est un rire nerveux. Il n'y a aucun moment où c'est un rire de psychopathe. Je peux pas croire que à ce moment-là, le gars est en plein délire, en mode je suis le Joker dans Batman et ça me fait marrer ce que je suis en train de faire. Je pense pas. Et le troisième est sur la scène encore. Et là, il commence à nous expliquer pourquoi il est là. On est l'État islamique, on est là pour venger nos familles en Syrie. C'est grâce à votre président, vous le remercierez. Et en gros, on est venu faire ici, à Paris, ce que lui est en train de faire en Syrie. Et pendant ce temps-là, l'autre terroriste continue d'abattre des gens, continue de s'amuser en fait. En tirant sur des personnes en bas et en les tuant. Ah ouais, donc c'est net, hein, c'est clair et net. Il y a pas de doute possible. On est vraiment face à un truc qui est purement idéologique et je comprends pas que les journalistes puissent y glisser des références à une forme de psychopathie ou quoi que ce soit. On est vraiment pas dedans du tout, quoi. Le chaos est total dans Paris. Policiers et secouristes sont affairés à secourir les victimes des terrasses attaquées. 10 minutes se sont écoulées depuis le début de l'attaque et les spectateurs du Bataclan sont pris au piège. Alertés par radio peu avant 22h, 2 policiers de la brigade anticriminalité arrivent enfin au Bataclan. Oh mais c'est long en plus, mais c'est long! Azul, Cassius. Oh là là, mais quel... Attends, t'imagines un peu, mais la longueur de l'attente, quoi, où tu te dis, oui, non, quelqu'un va venir, et non, personne ne vient, quoi, waouh. Commissaire divisionnaire et son brigadier. Ils ne sont pas équipés pour faire face à des armes de guerre, et pourtant, ils décident d'agir. Il est 21h59. Bah oui, mais en même temps, t'es pas équipé pour faire face à des armes de guerre. C'est pas possible d'être équipé pour faire face à des armes de guerre. Enfin, tu peux faire de ton mieux, mais je sais pas quelle est la cote des gilets pare-balles à la police, mais je suis vraiment pas certaine qu'ils soient capables d'arrêter plusieurs balles de 7,62 par 39, quoi. Et là, c'est pas le RAID ou le GIGN qui a été mobilisé pour le moment, c'est que la police, quoi. Donc, ils ne sont pas du tout équipés, armés, ni psychologiquement, ni matériellement pour faire face à ce genre d'événement. Bah non, c'est clair. Et c'est super compliqué, quoi, de se retrouver justement dans ce genre de cas où bah, t'as la responsabilité des forces de l'ordre. Tu te dis, il faut que j'agisse, parce que si j'agis pas, personne n'agit, quoi. Et il y a des gens à l'intérieur, ils comptent sur moi, il faut faire quelque chose. Waouh. Je suis en sueur. Bonsoir, Cassius. Tu vas bien? Oui, bonsoir, j'ai vu de la lumière, j'ai dit vas-y, je viens me poser. J'espère que t'as le cœur bien accroché, parce que c'est pas tranquille la petite balade qu'on fait là. Oui, je me suis dit, ouh là, c'est pas gay ici. Je me suis dit, vas-y, on va rester quand même, parce que c'est important.
Eh ben, écoute, force et honneur, hein. Merci de m'accompagner dans ce dur voyage, tous les 3. Vous me réchauffez le cœur. Le commissaire que l'on voit sur ces images racontera « Vu l'urgence de porter assistance aux personnes restées à l'intérieur, nous pénétrons dans la salle illuminée. Plusieurs centaines de personnes étaient couchées au sol. Nous ne savions pas si elles étaient vivantes ou mortes. » Ouais, c'est des héros, ouais. Ils n'ont pas peur d'y aller, ils sont tout seuls. Ils rentrent dans le Bataclan et ils vont prendre tous les risques. Et en fait, c'est eux qui vont stopper la fusillade. Arrivés au niveau du bar, les policiers aperçoivent Sami Amimour, debout sur la scène, à une vingtaine de mètres. Il braque sa Kalachnikov. Ils font feu avec leurs armes de poing à 6 reprises. Il est 22h07. On entend quelqu'un en bas qui crie « Dégage, dégage », suivi de 3 coups de feu. Et nous, on comprend pas, on voit pas, on ne fait qu'entendre. Ce qu'on sait, c'est que vraisemblablement, ils l'ont touché et que l'individu, avant de mourir, a encore le réflexe de le faire sauter. Tout d'un coup, on entend une explosion. Et je vois comme des confettis dans les airs. Un peu comme ce qu'il y a à la fin des concerts, des petits confettis de couleur. Et je vois ça, je me dis, mais c'est bizarre. Je vois qu'Arnaud a un bout de chair dans les cheveux. C'est vraiment un bout de chair, quoi. C'est quelque chose de mou. Ce que mon cerveau refuse de voir, c'est que ces confettis n'en sont pas. Ce sont des morceaux de chair, du sang, en fait, qui sont projetés et amplifiés par la lumière de la salle. Les deux Tu m'étonnes que ton cerveau soit dans le déni. C'est normal. C'est impossible de s'imaginer vivre ce genre de choses. Et comme je l'ai dit, je le souhaite sincèrement à personne, mais c'est important qu'on se rappelle de ce qui s'est passé. Les terroristes qui sont avec nous semblent plutôt satisfaits. Ils disent que le 3e larron est mort en martyr, qui doit être content, etc. Et à partir de ce moment-là, assez rapidement, ils nous disent qu'on va changer d'endroit. Et ils montent du doigt le couloir. Et ils disent, vous allez là-bas. Le fait. Et là, on est vraiment en plein dans ce qu'on soulignait tout à l'heure. Il disait, pour eux, la mort est un plaisir. Et la phrase qui est dite là est la preuve que c'est pas le cas. Parce que il est pas content, quoi. Il doit l'être, il est mort en martyr. Ouf. Et encore une fois, si on n'était pas dans une idéologie aussi qui met autant en avant le fait de mourir en martyr, on n'aurait jamais été dans une situation où 2 personnes se disent que la meilleure réaction à avoir à ce moment-là, c'est de se réjouir de ce qui vient de se passer. Parce que c'est ce qu'ils se disent. Ils se disent, il faudrait qu'on s'en réjouisse. Et pourtant, c'est pas ce qu'ils font. Et ça montre que effectivement, on est bel et bien dans de l'endoctrinement. D'entrer et de neutraliser le premier terroriste qui se trouve encore dans la fosse va stopper les autres. Et c'est à ce moment-là que la prise d'otage va commencer. Après l'intervention du commissaire, Mohamed Agad et Mostefaï regroupent leurs 12 otages et les poussent vers le fond du balcon, dans un couloir fermé par une porte. Un piège, large d'1,50 m sur une petite dizaine de mètres. Donc on est une douzaine, et ils nous disposent 3 derrière chacune des 2 fenêtres du couloir, de manière à ce qu'ils soient protégés aussi des snipers dont ils pensent qu'ils vont venir sur les toits de l'immeuble qui est en face. Ils nous désignent effectivement, Caro, Greg et moi, pour faire un peu le guet à la porte. On tend l'oreille, mais on colle même l'oreille à la porte, quoi, en fait, pour guetter le moindre bruit qui viendrait du balcon. Donc je me retrouve face à la fenêtre. À côté de moi, il y a l'homme chauve, qui en fait est Stéphane. À ma droite, il y a un gars qui est un peu plus grand que moi. Et à ma gauche, il y a un gars qui est un petit peu plus petit que moi et qui s'appelle David. Et j'ai envie de me rapprocher de lui et qu'on renoue, entre guillemets, des liens qui sont humains. On se connaît pas, on s'est jamais vu. David, il me prend la main et il me dit, ça va aller. Et pour moi, ça va aller, quand je lui attrape la main. Je lui dis, c'est bon, ça va aller. J'en suis sûr, ça va aller. On va sortir de là. Et il brise un carreau avec son arme et il tire dehors. Le plus petit des 2 terroristes, il continue de tirer par la fenêtre, quoi. Il tire, et à un moment il s'esclaffe, il dit, ah j'en ai tué un, il était au téléphone, il a cru quoi. On voit pas vraiment comment, d'un point de vue technique et opérationnel, comment les policiers peuvent arriver à nous délivrer sans faire des dégâts parmi les otages. À ce moment-là, je m'étais fait... Et en
même temps, mais quelle catastrophe! C'est le pire scénario qui pouvait arriver, quoi. On est vraiment dans le pire moment, quoi. Vous êtes retranché au fin fond d'une salle, à l'étage, dans un tout petit endroit. Heu, non, c'est clair qu'à ce moment-là, c'est très optimiste de dire que tout va bien se passer et en même temps, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Tu vas pas sombrer dans le désespoir non plus, quoi. On est vraiment face à des réactions, panel de réactions humaines, quoi. Tu m'étonnes que mon live est restreint, c'est logique. On va terminer ça et puis, soit j'irai chez les autres, soit je relancerai. L'idée de me prendre une balle de la police et je me suis dit, bon, au pire, si c'est une balle de la police, c'est pas grave. Un jeu mortel pour les kamikazes islamistes qui visent aussi bien les habitants des appartements voisins que les policiers de la BAC qui ripostent au fusil à pompe. C'est le stress ou je pense que c'est une réaction au stress, mais du coup je rigole. Enfin, je rigole pas à gorge déployée, mais j'ai un petit rire. Tout d'un coup, il pouffe de rire. Et là, on se dit, mais il est complètement malade, quoi. Mais à ce moment-là, je me dis, mais le mec, il est suicidaire. Comme j'ai le pétard en tête, je me dis, bon, le mélange de pétard et de stress ultime, ça doit pas être terrible, effectivement, pour les nerfs. Donc voilà, je me dis, bon, super. Et du coup, il me regarde comme ça, de haut, en me disant, tu rigoles, toi? Tiens, sors du rang. Tu te mets là, devant les escaliers. Et là, je me mets de dos. Il lui met en joue. Et il tire. Et là, je vois juste la mèche de cheveux comme ça qui volette. Et je fais... Oh, parce que moi, je m'attends à voir le cerveau qui éclate, quoi. Donc... Je me retourne et il me regarde, il me fait la prochaine fois que tu rigoles, je te jette par la fenêtre. Pas passer loin, celle-là. 22h15, les premiers policiers de la BRI se déploient devant le Bataclan. Gilets, casque à visière, 35 kilos d'équipement. Une unité d'élite créée initialement pour lutter contre les braquages, mais aujourd'hui spécialisée contre les prises d'otages. C'est le chaos autour de nous. On a des policiers, on a des pompiers, et il faut essayer d'organiser tout ça. Et moi, mon premier boulot, ça va être de monter un poste de commandement. Aux abords du café Le Baromètre, qui abrite déjà un hôpital de fortune, la police établit donc son poste de commandement. Personne ne sait encore où sont les terroristes et combien ils sont. La crainte est qu'ils aient disposé des explosifs dans tout le bâtiment. À 22h30, la première équipe de la BRI pénètre dans le Bataclan. Devant eux gisent plusieurs centaines de corps enchevêtrés. Pas de cris, les blessés osent à peine respirer. Il faut faire le tri entre les vivants et les morts, avec la crainte de tomber sur un corps piégé d'explosifs. Je vais très rapidement rentrer dans le Bataclan, et je me suis même surpris à enjamber des gens, des cadavres, sans savoir que c'était des cadavres. Mais je les ai enjambés comme si c'était des morceaux de bois, ne pensant uniquement qu'à ma mission, et ma mission c'était récupérer les otages et neutraliser ces terroristes. Bah oui, et en même temps, qu'est-ce que tu veux faire d'autre, quoi? C'est la réaction la plus saine de se dire: «Allez, ce ne sont que des petits bouts de bois et moi je fais de mon mieux». 45 minutes pour sécuriser la fosse, puis les deux colonnes de la BRI arrivent au balcon. Une par la gauche, l'autre par la droite. Face à la porte du couloir gauche, la colonne est stoppée par des cris. On a sécurisé dans un premier temps le rez-de-chaussée, on a fait l'évacuation, on a sécurisé le premier étage, le balcon, et c'est là qu'on a eu un premier contact verbal avec les preneurs d'otages. Ils nous demandent de gueuler, on a des gilets explosifs, on va se faire péter, si vous avancez, on se fait péter, on va tous les tuer, quoi. Ah bah oui, moi il me demande de crier, je crie. Il a une arme avec des explosifs. Moi j'ai crié de toutes mes forces, tout ce que je pouvais, encore plus que mes concerts de rock les plus déjantés. Tu m'étonnes. T'as été menacé de prendre une balle, tu viens de te faire tirer à côté de l'oreille au point où t'as tes cheveux qui ont été déplacés par le mouvement d'air créé par la balle. Oui, à ce moment-là, tu fais ce qu'on te demande, oui. Et je me disais, mais comment ils vont pouvoir rentrer, quoi? Le couloir, il est tout petit, on est au milieu, les terroristes sont au milieu de nous, donc, c'est juste infaisable, donc comment ils vont faire? La négociation est obligatoire, d'abord parce que c'est une négociation qui va être opérationnelle, qui va nous permettre de prendre contact, de gagner du temps, de pouvoir s'organiser. Et on sait très bien qu'au vu de ce qui s'est passé, il y a peu de chances que ces terroristes se rendent. À 23h27, le négociateur en chef de la BRI entre en contact avec les preneurs d'otages qui se présentent comme des soldats du califat. Dès le deuxième appel, le négociateur informe ses chefs. Il ne pense pas obtenir de reddition. On se rend assez vite compte qu'en fait, ils sont complètement largués. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan. C'est des baltringues, quoi. Donc, ils sont là, mais ils naviguent à vue. Le terroriste dit qu'il exige
une lettre signée de François Hollande, comme quoi il retire les militaires français du théâtre d'opération en Syrie et en Irak. C'est marrant parce que moi, j'avais pas compris qu'elle parlait des terroristes à la base. Et du coup, je me suis retrouvé dans la position à dire ah ben, c'est quand même bien de traiter les forces de l'ordre de baltringue, mais je l'avais pas compris. Donc, vous voyez, quand je vous dis qu'il faut m'expliquer longtemps. Et là, on se dit, bon, bah, on est vraiment dans la merde, parce que il n'y a aucune chance que ça se produise. Et je vois effectivement que celui qui est le plus proche de moi, il a dans la main un petit cylindre métallique et un petit bouton poussoir, mais un truc qu'on pourrait fabriquer en cours de techno, quoi. Vraiment un truc tout con, quoi. Et je vois distinctement les fils qui partent de ce cylindre et qui remontent dans la manche de son sweatshirt. Et là, je me dis, bah, ouais, ok, c'est pas du bluff. Les hommes de la BRI savent ce qui les attend. Ils ont déjà analysé les débris de la bombe du premier kamikaze. Un détonateur, 2 fils électriques et du TATP, du peroxyde d'acétone, empli de boulons et de billes de métal. Un mélange surnommé la mer de Satan. On est allé voir le préfet de police, et quand on lui a dit qu'on allait passer à l'assaut, je me souviens du préfet qui disait est-ce que vous pensez que ça va bien se passer ? Non, monsieur, ça va pas bien se passer. Il faut vous attendre à ce qu'il y ait quand même des dégâts collatéraux importants chez les otages et chez les policiers. Bah, évidemment, quand tu es dans une situation pareille, c'est compliqué de faire autrement, quoi. J'ai vraiment pas du tout j'ai pas envie ni d'être à la place des otages, ni d'être à la place des forces de l'ordre, ni d'être à la place de qui que ce soit dans cette histoire. Les lisières, il y a la ceinture d'excès, ok ? Vous faites attention, si ça pète. Les colonnes de la BRI sont en position, prêtes à l'assaut. À minuit 18, le négociateur passe un dernier appel aux 2 terroristes. Un appel de diversion, car l'ordre de l'attaque a déjà été donné. Il y a un coup qui est donné sur la porte et un coup de feu qui traverse la porte. Un tir pour surprendre, un tir pour désarçonner. Et là, il y a un mouvement de panique. Nous, tous les otages, on se met à gueuler, rentrez pas, ils vont se faire exploser. Bam, un coup est donné sur la porte, mais un truc de dingue, quoi. Ça fait un bruit assourdissant. Et je me dis, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont quand même pas en train d'essayer de rentrer. S'ils font ça, c'est foutu. La balle traverse la porte et fait peur aux terroristes. Donc à ce moment-là, il y a un mouvement de panique chez eux, chez les terroristes. Il se met un peu à l'abri, et le temps qu'il ait ce mouvement-là, la porte se fait défoncer, et on voit des flics débarquer armés jusqu'aux dents. Et on va rentrer avec le bouclier. La porte défoncée, les policiers de la BRI, abrités derrière un bouclier, progressent en file indienne dans les 3 couloirs où les otages sont prisonniers. On est immédiatement pris sous un tir nourri des terroristes. Je vois le plus petit des 2 terreaux qui prend sa calache et qui tire en direction de la porte. Et il vide sa calache complètement. En gros, il a déchargé ses balles sur les flics, pendant que nous, on était entre 2 feux, quoi. Le bouclier continue d'avancer, il avance. Le terroriste tire, il tire quelque chose comme 27 ou 28 balles. Il a pris quasiment une trentaine d'impacts. Il va nous sauver la vie. Le bouclier Ramsès est désormais exposé comme une relique dans les locaux de la BRI. 27 balles de calibre 7,62 se sont écrasées sur son revêtement en Kevlar. Un bouclier de 100 kg qui a protégé les hommes de la BRI des rafales des soldats du califat. Il est hors de question de tirer dans tous les sens. Donc on va essayer d'avoir un tir très précis, un tir pour repousser. On va essayer de masquer notre progression par des écrans de fumée, ce genre de choses. On se donne tous les moyens. Ah ouais, mais il faut avoir des coronesses gigantesques hein, pour être derrière ce bouclier et avancer, quoi. Waouh. Respect aux forces de l'ordre, hein, les gars. Une demi-douzaine de grenades aveuglantes masquent la progression des hommes. Il y a des grenades aveuglantes et assourdissantes qui sont lancées dans le couloir. Il y en a 5 ou 6. Ça explose dans tous les sens. Et je vois à peine, j'entends à peine. On progresse et on va perdre ce bouclier. Le plus petit des 2 terroristes qui m'attrape par la manche et qui me dit « Toi, tu viens avec moi » et il m'emmène au bout du couloir en me braquant. Dans la mêlée, le bouclier est tombé au sol. Les hommes de la BRI avancent maintenant sans protection. Au milieu de la fumée, le policier en tête de colonne repère Mostefaï légèrement décalé dans le couloir. Instantanément, il ajuste le terroriste de son arme de poing, un Glock. Et là, on a le policier qui est tout devant, hein, et dans la fumée, va le repérer
et va lui tirer dessus. 2 coups qui touchent, Mostefaï s'effondre. L'individu va vraisemblablement être touché. Il cherche un câble, il cherche un truc. Il se touche les poches, il cherche quelque chose. Et en fait, il met la main sur un truc, et là, j'ai plus l'image d'après. J'étais par terre, je me suis retrouvé en l'air. J'ai eu une énorme chance, comme tout le monde, en fait, ce soir-là, que la ceinture d'explosifs ait été projetée contre le plafond et non pas autour de Mostefaï. L'explosion épargne les otages, mais souffle et crible d'éclat le deuxième terroriste, Mohamed Agad. On se rend compte que ce deuxième terroriste, il est vivant, mais le blast lui a fait tourner son gilet et lui a mis l'allumage sur le côté, au niveau de la hanche. Et en fait, il ne trouvera jamais ce bouton. Et donc, on le neutralise. 2 tirs mortels, stop Mohamed Agad qui cherchait à déclencher sa bombe. Et je sens une espèce de force, quelqu'un quoi, qui m'attrape par les cheveux et par la ceinture et qui me projette. Et en fait, je tombe à 4 pattes face à la porte et le bouclier. Et je vois des otages sous le bouclier. Le bouclier, quand il était tombé, il fallait bien que les policiers continuent à progresser. Donc, ils ont dû marcher sur le bouclier. Et il est évident qu'il y a des gens qui étaient encore en dessous du bouclier. Et moi, je veux pas la laisser là. Et je me dis, on est un groupe, il faut qu'on sorte ensemble. Et je me refuse à cette idée de la laisser là. Et je soulève le bouclier, qui pèse entre 150 et 200 kilos. Le bouclier est couché sur Caroline, l'une des otages. David, déchaîné, soulève les 100 kilos qui retiennent prisonnière son amie. Depuis, les otages du couloir ont baptisé David l'incroyable Hulk. C'est un peu choupi, mais c'est... Waouh. Un truc à dire, Amanda? Non, je disais waouh. Ah ouais, non, Ah c'est impressionnant. Et je sors du couloir avec elle sur l'épaule, quoi. Et en sortant du couloir, je me dis, voilà, je suis en vie. Voilà, putain, je suis en vie. L'assaut en lui-même, je crois qu'il a duré 1 minute 30, ce qui est déjà pas mal. Mais c'est 1 minute 30 quand même, et c'est 1 minute 30 d'enfer. Et le premier policier me dit allez, on s'arrête pas, on va dehors, on sort, c'est par là, c'est par là. En fait, ils sont un peu placés là, un peu comme des phares dans la mer, quoi, quelque part. Des balises à suivre. Et 1 minute 30, c'est 1 minute 30 en enfer. Eux, ça fait une demi-heure qu'ils sont là-dedans. Ils doivent avoir l'impression que ça fait 2 semaines qu'ils sont là. En même temps, moi, j'ai l'impression que ça fait 2 semaines que je suis là aussi et je l'ai même pas vécu. Donc on les suit et moi, on me fouille pas, on me dit rien. Et donc je descends l'escalier. Des corps partout, du sang partout. Quelque chose qui n'a rien à voir avec la fosse d'une salle de spectacle, quoi. Un champ de bataille. Moi, j'appelle ça la colline. La colline, parce que ça fait comme un amoncellement, effectivement, de corps au milieu de la fosse. C'est saisissant. J'ai été un des premiers à descendre dans la fosse. Et là, c'est là que je me suis rendu compte que ça sonnait dans tous les sens. Et je me suis approché, je regardais les téléphones. Et je voyais des messages qui s'affichaient de téléphones comme maman, papa, enfin des messages d'amis. Et ça m'a fortement troublé. Parce que je me suis dit, bon, ces gens-là, ils appellent et ils appellent pour rien parce que ces pauvres gens, ils sont morts, ils pourront plus jamais leur parler. quelle horreur. Quelle horreur. Quand on arrive à ce stade-là, quand on arrive à dire des choses pareilles, waouh. En sortant de la salle, un des policiers de la BRI lâchera ces terribles mots. J'ai vu l'enfer de Dante. Et il y a des policiers partout, des ambulances dans tous les sens, ça crie, voilà, c'est très dense ce moment-là, où il y a plein de gens partout, et tout le monde est un peu hagard finalement. Assaut victorieux pour les hommes de la BRI. Un miracle, les otages sont tous sains et saufs. Mais l'évacuation n'est pas terminée. Des dizaines de survivants, de blessés sortent de la salle. Il en vient de partout. Il faut les fouiller, il faut les soigner, il faut les évacuer. En fait, l'assaut n'est pas fini. Il faut retrouver des otages qui sont cachés. D'ailleurs, on va en retrouver plein d'autres qui sont cachés dans les toits, dans d'autres pièces. On va en sortir, je ne sais pas combien, je crois à peu près encore une centaine quasiment, qui sont encore cachés dans des plafonds, dans des sous-plafonds, ce genre de choses. Et là, on voit une trappe qui se soulève très légèrement avec une lumière. Les points rouges, des fusils qui se baladent. Et on est là, on dit, on est des otages. Non, mais non, on n'est pas des otages, on est des gentils. Il n'y a pas de méchants, on est des gentils. Et à ce moment-là, on sait que notre soirée, elle n'est pas finie. Qu'on va devoir descendre. Et qu'il n'y a pas 36 façons de sortir du Bataclan. Il faut passer par le merdier. Et Lily qui est en train de descendre la deuxième rangée d'échelons. Il y a un gars de la BRI qui essaye de la prévenir, mais trop tard, et elle met les mains
Et là, je me rends compte que j'ai mis la main dans de la chair humaine. Ah, quelle horreur. Quelle horreur. Parce qu'il est trop tard. Je comprends tout de suite ce que c'est. Je fais le lien avec les sons que j'ai entendus plus tôt. Je sais qu'il y a un gars qui s'est fait péter. Et on arrive au niveau du bar. Et là, je vois une jeune fille, blonde. Elle était jeune, 20-25 ans. Dans mon esprit, elle a les yeux fermés et elle semble pas avoir souffert. Elle dormait. Pour moi, elle dormait. Et c'est ce visage que je revois à chaque fois, de cette jeune femme. Il y a ces odeurs en plus de sang, de poudre qui restent, c'est infernal. On n'a qu'une envie, c'est d'en sortir pour prendre l'air. Et donc on arrive donc à la sortie du Bataclan. Il y a toujours ces policiers partout. Et là, on prend l'air. Ouais, j'en ai marre des pubs. N'empêche, ils sont sereins, les annonceurs qui mettent des publicités. Surtout ce genre de publicité sur ce genre de documentaire, quoi. L'air parisien n'a jamais senti aussi bon. C'est le retour d'un voyage vers l'enfer. Mais comparé à l'odeur qu'il devait y avoir à l'intérieur, tu m'étonnes, mais tout doit sentir bon, quoi. Quel immondice. Ah. On se cherche, on se retrouve, on s'embrasse. Mais cette nuit du 13 novembre au Bataclan, 90 personnes ont perdu la vie. Et au moment où je sors dans la rue, je tombe sur des caméras, Évidemment. Et une espèce de rangée d'hommes en noir, en costard, et au milieu, la maire de Paris, Anne Hidalgo. Ils sortent, voilà, je vois David. Et elle me dit, d'un air un peu ému, quoi, choqué, « Comment vous allez ?» Et je lui dis hyper froidement, pas terrible, il me semble. Les seuls mots qui ont pu sortir de ma bouche, à ce moment-là, c'est peut-être stupide, mais je pense qu'on se raccroche tous, oui, à des petites choses qui peuvent paraître des banalités, mais qui, c'est vrai, dans un moment comme celui-là, ne sont pas des banalités, c'est « Comment allez-vous ?» Et elle me dit, mais vous étiez où? Et je lui ai dit, j'étais avec les terroristes. Et en fait, Anne Hidalgo, ce soir-là, est la première personne à me demander comment je vais. C'était la seule chose, à la fois que je pouvais dire, mais aussi une rencontre qui fait que c'est une rencontre qui reste dans mon cœur. Et chaque fois que je le vois, j'ai le même sentiment d'avoir affaire à un de mes enfants. Voilà. Et à me dire, il est là, il est vivant. Et c'est bien la preuve que les autres ont perdu. Je crois que moi aussi, j'aurais demandé comment il allait. Aussi bizarre que ça puisse paraître. C'est le seul truc qui me serait venu à l'esprit, je crois. Alva Berglund, 23 ans. Dans la cour des Invalides, un hommage solennel est rendu aux 130 victimes des attentats du 13 novembre revendiqués par l'État islamique. Une longue litanie de noms est égrenée. Maxime Bouffard, 26 ans. Un émouvant chapelet de vie brisée. Quentin Boulanger, 29 ans. Ce 27 novembre, dans la cour des Invalides, les noms de toutes les victimes sont lus par ordre alphabétique. Et là, moi, je vois évidemment très bien arriver le moment où ils doivent prononcer mon nom. Et ils le prononcent pas. Et en fait, à ce moment-là, je comprends que je suis vivant et que je fais pas partie des morts. Et ça a été vraiment le début du deuil, en fait. Where have you gone again, my sweet? Everybody. C'est un requiem que chante David. Long Slow Goodbye. Un message d'amour aux disparus et aux survivants. Finalement, est-ce qu'on a volé mon âme ce soir-là? 5 ans après, je me rends compte que non. Que mon âme, c'est l'âme d'un jeune rocker parisien qui lâchera jamais l'affaire, qui se battra toujours et qui fera toujours en sorte que l'humain demeure, en fait. David, Arthur, Marie, Stéphane, Sébastien, Victor, Nicolas et Émilie, des survivants, mais aussi des victimes, une nouvelle famille. Ensemble, ils ont été pris au piège. Ensemble, ils sont restés debout. Et je pense que ça vaut pour moi et pour l'ensemble des otages. Notre humanité initiale, notre groupe humain face à ces deux terroristes, ne nous a jamais quittés. Et ça continue aujourd'hui d'être le cas. On continue d'être des humains forts, beaux, face à l'adversité et soudés. Donc non, ce soir-là, personne ne m'a volé mon âme. Eh ben... Écoutez, je suis... je suis sur les rotules. C'était lourd à regarder.
Mais je pense que c'était important. En tout cas, pour moi, ça l'était, étant donné que c'est pas une affaire à laquelle je me suis plus intéressé que ça. Le devoir de mémoire, en tout cas, de mon côté, il a été effectué. Je me souviens et je me souviendrai longtemps de ce genre de choses. Et je pense qu'il faut ne jamais oublier ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et continuer à réfléchir ensemble à comment faire pour que ce genre de choses deviennent inacceptables aux yeux de tous les êtres humains qu'il y a sur cette planète dans laquelle, sur laquelle nous vivons tous. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire avant que je relance le live. Comme ça, tout sera sur la même rediff, j'aurai pas besoin de faire de montage, ce sera plus simple. En fait, on a déjà parlé du caractère choquant des images qui est pas montré parce que ils veulent pas choquer. Mais moi, il y a des bouts qui me manquent là-dessus, je trouve. C'est tu vois, tout ce qui est médecin, tout. Il y a moyen de faire une dizaine de films en fait sur ce genre de sujet. Très facilement. T'as tellement d'angles d'attaque, tellement de choses qui sont pas montrées. Les urgences. Les capacités de prise en charge de tout ça. Il y a eu un film sur une prise d'otage d'avion. Voilà. Pour moi, ça manque d'infos. Et je sais pas si vous vous souvenez de où vous étiez à ce moment-là. Je pense que oui, pour la plupart des gens. C'était un réel traumatisme pour pas mal pour la plupart des gens, je pense. 2015 et le Bataclan. Là, ce que tu as dit, ça me fait me poser une question. Est-ce que vous pensez que c'est trop tôt ou qu'il y aura jamais de bon moment pour faire un film sur le Bataclan, justement? Je parle pas forcément du massacre, hein. Je parle de tout ce qui a gravité autour, en fait. Un film qui relaye tout ça, en fait. Qui parle de tout ça, qui le met en scène pour qu'il y ait un côté aussi immersif dans un sens. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un moment où ça pourra se faire, ou finalement c'est jamais bon de le faire sur ce genre de choses? Moi, je suis totalement pour le commémorer, proposer quelque chose avec un point de vue qui permette encore plus l'empathie. Je ne peux qu'être pour. Ouais, moi je suis entièrement d'accord. Je pense que il faudrait que ça se fasse. Je pense que ça peut se faire de la bonne manière. Après, c'est mon côté scénariste et réalisatrice qui parle. J'ai 2-3 idées d'angle d'attaque de comment ça pourrait se faire. Maintenant, je pense, je ne sais pas si le public est prêt à voir quelque chose qui pourrait remettre en question beaucoup de choses finalement, parce que oui, le but ça va être de développer l'empathie, le but ça serait de continuer avec ce devoir de mémoire. Mais c'est un sujet sensible, et comme on en parlait tout à l'heure, on a parlé du fait que même les Américains n'avaient pas fait tant de films que ça sur le 11 septembre, et quand on voit à quel point culturellement parlant on peut remarquer des similitudes entre les évolutions qu'on voit aux États-Unis et les évolutions qu'on voit ici en Europe. Je parle bien en termes de culture et en termes de cinéma. Je ne sais pas pour quand ce sera, mais je pense sincèrement que ça pourrait beaucoup aider. Oui. En plus, ouais, je pense qu'il y a comme tu es un peu scénariste dans l'âme, effectivement, moi aussi je vois plein d'angles, sans pour autant que ce soit dans le voyeurisme. Parce qu'il y a aussi ce côté-là, ça peut très vite basculer là-dedans, mais il y a plein d'histoires parallèles qui peuvent se rassembler à un moment donné pour ne serait-ce que parler de humaniser les victimes, en fait, qu'on puisse se projeter en fait en eux. Enfin bref, voilà, c'était une idée. Donc je suis contente de vos réponses. Mais c'est pas que c'est victime, personnel hospitalier, sauveteur, c'est flic, c'était... Ouais. Et même parisien lambda, janvier 2015, je me souviens, je prends ma voiture, je prends l'autoroute, je me balade pas dans Paris, mais autour. J'ai jamais vu la A15 aussi vide.
c'est 2 traumatismes énormes. Ça ferait une bonne scène pour le film en plus. Ouais. Ouais, ça serait un beau symbole de voir effectivement à quel point ça a laissé un fameux vide. Et une grosse pensée aux familles des gens qui ont très malheureusement perdu la vie ce soir-là, qui malheureusement n'ont jamais revu leurs êtres aimés. Ah, ça me touche énormément cette histoire. Mais c'est bien, ça prouve que je suis humaine finalement. Moi, ce que je vous propose, c'est que on relance juste ici, comme ça on se débarrasse de la restriction et puis on pourra. Ouais, je pousse juste un petit coup de gueule sur la SNCF qui ce soir-là a décidé de retaper ses rails et ça faisait un bruit de malade et du coup nous on se demandait ce qui se passait dans la rue alors qu'en fait c'était juste la SNCF qui tapait sur des barres de fer. Un concours de circonstances malheureux. Ah ouais. Allez, je relance, à tout de suite.